Imaginez, vous avez 19 ans. Vous êtes enfermé dans une cellule au sommet d'une forteresse. Depuis des mois, on vous interroge. On vous accuse d'hérésie, de sorcellerie, de mensonges. Face à vous, des juges, des théologiens, des hommes instruits, habitués aux subtilités de la parole et du droit. Et vous ? Vous êtes une jeune fille née dans un petit village de campagne. Vous ne savez ni lire ni écrire, mais vous leur tenez tête. Quelques années plus tôt, personne ne vous connaissait. Puis, en l'espace de quelques mois, vous avez rencontré un roi, conduit une armée, libéré une ville assiégée et changé le cours d'une guerre qui durait depuis près d'un siècle. Vous avez rendu l'espoir à un royaume qui semblait perdu. Et maintenant, vous allez mourir, brûlée vive sur une place publique. Comment une jeune paysanne inconnue a-t-elle pu devenir l'un des personnages les plus célèbres de toute l'histoire de France ? Comment a-t-elle réussi à convaincre des soldats, des capitaines et un roi de la suivre ? Et surtout, qui était-elle vraiment ? Une mystique ? Une visionnaire ? Une habile stratège ? Une jeune fille extraordinairement convaincue de sa mission ? Ou tout cela à la fois ? Aujourd'hui, je vous raconte Jeanne d'Arc. Pour comprendre l'histoire de Jeanne, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel elle est née. Et ce monde est en guerre, depuis plusieurs générations. Nous sommes au début du XVe siècle, et le royaume de France traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. La guerre de 100 ans oppose les royaumes de France et d'Angleterre. Mais cette guerre n'est pas seulement un affrontement entre deux pays. La France est également déchirée de l'intérieur. Deux grands partis s'affrontent, les Armagnacs et les Bourguignons. Les rivalités politiques deviennent une véritable guerre civile. Des villes sont prises, des villages sont pillés, les campagnes sont parcourues par des bandes de soldats qui vivent sur le pays. Les populations sont écrasées par les impôts, les réquisitions et la peur. Et au sommet du royaume, la situation est catastrophique. Le roi Charles VI souffre de graves crises de folie. Pendant ces périodes d'absence mentale, les princes se disputent le pouvoir. En 1415, l'armée française subit une terrible défaite face aux Anglais à Azincourt. Puis vient le traité de Troyes en 1420. Le dauphin Charles est écarté de la succession au trône. Le roi d'Angleterre est reconnu comme héritier de la couronne de France. Lorsque Charles VI et le roi anglais Henri V meurent tous les deux en 1422, la situation devient presque absurde. Deux souverains revendiquent la couronne de France. D'un côté, le jeune Henri VI d'Angleterre, encore enfant. De l'autre, le dauphin Charles, qui contrôle principalement le centre et le sud du royaume. C'est ce dernier que l'histoire retiendra sous le nom de Charles VII. Mais en 1422, il n'est pas encore sacré. Et à cette époque, ce détail est essentiel. Car pour devenir pleinement roi de France, il faut traditionnellement être sacré à Reims. Or, Reims se trouve dans une région difficile d'accès, entourée de territoires hostiles. Charles possède donc un titre, mais son autorité reste fragile. Les ennemis se moquent de lui en l'appelant le roi de Bourges. Son royaume se réduit, ses finances sont mauvaises, ses alliés doutent, et l'armée anglaise continue d'avancer. En 1428, les Anglais mettent le siège devant Orléans. La ville est stratégique.
Si elle tombe, la route vers le sud de la Loire s'ouvre. Le royaume de Charles pourrait être coupé en deux, peut-être définitivement condamné. C'est à ce moment précis, alors que la situation semble désespérée, qu'une adolescente venue d'un village de Lorraine entre dans l'histoire. Jeanne est probablement née vers 1412 à Domrémy. Son père s'appelle Jacques d'Arc, sa mère Isabelle Romée. La famille n'est pas riche, mais elle n'est pas non plus misérable. Comme la plupart des filles de son époque et de son milieu, Jeanne participe aux travaux domestiques. Elle apprend à coudre et à filer. Elle aide probablement aux activités de la maison et aux travaux des champs. Elle ne sait ni lire ni écrire. Mais elle grandit dans un univers profondément religieux. Les cloches de l'église rythment les journées. Les fêtes religieuses organisent le calendrier. Les saints, les miracles et les prophéties font partie de l'imaginaire quotidien. Et la guerre n'est jamais très loin. Domrémy se trouve dans une région exposée aux tensions entre les différents camps. Jeanne grandit donc avec la religion, mais aussi avec la violence de son époque. Puis, selon son propre témoignage, quelque chose se produit. Elle a environ 13 ans. Un jour, dans le jardin de son père, elle entend une voix. Une voix accompagnée, dit-elle, d'une grande lumière. Jeanne affirmera plus tard avoir reconnu Saint Michel, puis Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Ces voix lui donnent une mission absolument incroyable. Elle doit partir, elle doit aider le dauphin Charles, elle doit contribuer à chasser ses ennemis. Et elle doit le conduire à Reims pour qu'il soit sacré roi. Que s'est-il réellement passé ? C'est l'une des grandes énigmes de l'histoire. Certains y voient une véritable expérience mystique. D'autres ont proposé des explications médicales ou psychologiques. Mais aucune hypothèse moderne ne permet de trancher avec certitude. Une seule chose est incontestable. Jeanne, elle, est absolument convaincue. Et cette conviction va lui donner une force extraordinaire. Pendant plusieurs années, pourtant, rien ne se passe. Jeanne continue de vivre à Domrémy. Mais vers 1428, elle décide d'agir. Elle se rend à Vaucouleurs. Elle veut rencontrer Robert de Baudricourt, le capitaine de la place. Son objectif paraît insensé. Elle demande qu'on lui fournisse une escorte pour traverser plusieurs centaines de kilomètres de territoires dangereux et rejoindre le dauphin. Baudricourt refuse. On imagine facilement sa réaction. Une adolescente inconnue arrive devant lui et lui explique qu'elle est envoyée par Dieu pour sauver le royaume. Il ne la prend pas au sérieux. Jeanne rentre chez elle. Mais elle revient, elle insiste encore et encore. Peu à peu, quelque chose change. Des hommes commencent à la croire, ou tout au moins à penser qu'elle mérite d'être entendue. Finalement, Baudricourt accepte. En février 1429, Jeanne quitte Vaucouleurs. Elle coupe ses cheveux, elle porte des vêtements masculins plus pratiques et plus sûrs pour le voyage. Elle est accompagnée de quelques hommes. Le petit groupe doit traverser des territoires dangereux, parfois contrôlés par les ennemis du dauphin. Après 11 jours de voyage, ils atteignent Chinon. Jeanne va rencontrer celui qu'elle appelle le gentil dauphin, Charles. La scène est devenue légendaire. On raconte que Charles, voulant mettre Jeanne à l'épreuve,
se serait caché parmi les courtisans. Un autre homme aurait pris sa place. Mais Jeanne aurait immédiatement reconnu le véritable dauphin. Cette histoire est célèbre. Mais, comme souvent avec Jeanne d'Arc, il est difficile de séparer le fait historique de la reconstruction légendaire. Ce qui est certain, c'est que Jeanne rencontre Charles à Chinon en mars 1429. Elle lui parle en privé, mais nous ne savons pas exactement ce qu'ils se disent. Ce secret a nourri d'innombrables hypothèses. Jeanne lui aurait-elle révélé une pensée intime, une prière secrète, un signe connu de lui seul ? Nous l'ignorons. Mais le résultat est là. Charles ne la renvoie pas. Au contraire, il décide de la faire examiner. Pendant plusieurs semaines, des théologiens l'interrogent à Poitiers. On vérifie également sa réputation. On cherche à savoir si elle est une imposture, une hérétique, ou même une sorcière. Finalement, aucune raison suffisante n'est trouvée pour l'empêcher d'agir. Le raisonnement est simple. La situation du royaume est désespérée. Jeanne affirme pouvoir délivrer Orléans. Alors, pourquoi ne pas la laisser essayer ? On lui fournit une armure, une bannière, un cheval, une maison militaire. Mais il faut être précis. Jeanne n'est pas nommée générale en chef des armées françaises. Elle n'est pas seule à commander les opérations. Autour d'elle se trouvent des capitaines expérimentés. Mais sa présence change quelque chose d'essentiel, le moral. Pour les soldats français, habitués aux défaites et aux divisions, cette jeune fille, persuadée d'être envoyée par Dieu, devient un signe d'espoir. Pour les Anglais, elle devient rapidement un problème. Car une guerre ne se gagne pas seulement avec des armes, elle se gagne aussi dans les esprits. Et sur ce terrain-là, Jeanne possède une puissance exceptionnelle. En avril 1429, Jeanne arrive devant Orléans. La ville est assiégée depuis plusieurs mois. Les Anglais ont construit des fortifications tout autour de la ville. La situation est difficile. Mais contrairement à l'image parfois donnée, Orléans n'est pas encore totalement condamné. Des soldats français continuent de défendre la place. Des ravitaillements peuvent encore passer. Mais le danger est réel. Jeanne entre dans la ville le 29 avril. La population l'accueille avec enthousiasme. Pour beaucoup, sa venue représente un miracle. Très vite, des tensions apparaissent entre elle et certains chefs militaires. Jeanne veut agir, attaquer, prendre l'initiative. Les capitaines sont plus prudents. Mais les opérations s'accélèrent. Les Français attaquent plusieurs positions anglaises. Le 7 mai 1429, l'assaut est lancé contre la forteresse des Tourelles. Le combat est violent. Jeanne est blessée par une flèche. Elle quitte un moment le combat, puis elle revient. Sa bannière apparaît de nouveau près des lignes françaises. Les soldats repartent à l'assaut. La position anglaise tombe. Le lendemain, 8 mai 1429, les Anglais lèvent le siège. Orléans est libéré. En quelques jours, tout a changé. Il serait faux d'attribuer la victoire à Jeanne seule. Évidemment, les capitaines français ont joué un rôle essentiel et les soldats ont combattu. Les conditions militaires avaient leur importance. Mais il serait tout aussi faux de minimiser son rôle. Sa présence a créé une dynamique nouvelle. Elle a imposé l'idée que la victoire était possible. Et après des années de revers, cette idée est peut-être l'arme la plus puissante qui soit. La nouvelle de la délivrance d'Orléans se répand dans le royaume. Jeanne devient célèbre.
Elle n'est plus la jeune inconnue de Domrémy, elle est désormais la pucelle d'Orléans. Mais pour Jeanne, Orléans n'était qu'une étape. Depuis le début, elle répète la même chose. Charles doit aller à Reims, il doit être sacré. Militairement, l'idée paraît risquée. Reims est loin. La route traverse des territoires dont la fidélité est incertaine. Les conseillers du dauphin hésitent. Mais avant de partir vers le nord, il faut sécuriser la vallée de la Loire. En juin 1429, une série d'opérations militaires est lancée. Jargeau, Meung-sur-Loire, Beaugency, puis le 18 juin, la bataille de Patay. Cette fois, les Anglais subissent une lourde défaite. Le contraste avec Azincourt est spectaculaire. En quelques semaines, le rapport psychologique entre les deux camps s'est inversé. Jeanne insiste. Il faut maintenant marcher sur Reims. Finalement, Charles accepte. L'armée se met en route. Et alors se produit quelque chose d'étonnant. Des villes ouvrent leurs portes. D'autres négocient. La progression est beaucoup plus rapide que prévu. Auxerre reste prudente. Troyes résiste quelques jours, puis se soumet. Châlons ouvre ses portes. Enfin, le 16 juillet 1429, Charles entre à Reims. Le lendemain, dans la cathédrale, il est sacré roi de France. Charles VII est désormais pleinement roi aux yeux de ses partisans. Jeanne se tient près de lui avec sa bannière. Elle a 17 ans. Quelques mois auparavant, elle était encore une inconnue. Maintenant, elle se trouve au cœur de l'un des événements les plus importants du royaume. Sa mission, en apparence impossible, est accomplie. Ou presque, car la guerre, elle, n'est pas terminée. C'est ici que l'histoire de Jeanne devient plus complexe. Après Reims, elle souhaite probablement poursuivre rapidement l'offensive, notamment vers Paris. Mais autour du roi, les calculs politiques reprennent. Charles VII cherche à négocier avec le duc de Bourgogne. Les intérêts diplomatiques ne correspondent pas toujours à l'urgence de Jeanne. Elle veut agir. Le roi temporise. En septembre 1429, une attaque est lancée contre Paris. Jeanne est blessée à la cuisse par un carreau d'arbalète. L'assaut échoue. Le lendemain, l'opération est interrompue. C'est un tournant. L'élan extraordinaire du printemps et de l'été 1429 ralentit. Jeanne continue à combattre, mais sa position devient plus fragile. Elle n'a jamais été une princesse, elle ne possède pas de grande armée personnelle. Son influence dépend du roi, des capitaines et des circonstances. Et surtout, l'adversaire a compris son importance symbolique. Capturer Jeanne serait une victoire considérable. Le 23 mai 1430, elle se trouve à Compiègne. La ville est menacée par les Bourguignons. Lors d'une sortie, les troupes françaises sont repoussées. Jeanne tente de protéger la retraite, mais elle est capturée. La nouvelle provoque un choc. La pucelle est prisonnière. Commence alors une période terrible. Jeanne est détenue plusieurs mois, puis elle est vendue aux Anglais pour une somme considérable. Les Anglais ont un problème. Jeanne a contribué à faire sacrer Charles VII. Tant qu'elle apparaît comme une envoyée de Dieu, elle renforce la légitimité de leur adversaire. Il faut donc la détruire. Pas seulement physiquement, il faut détruire son image, prouver que ses voix sont fausses, que sa mission est une imposture, que Charles VII a été soutenu par une hérétique, et pour cela,
Jeanne va être jugée. Le procès commence à Rouen au début de l'année 1431. L'homme qui dirige la procédure est Pierre Cauchon, évêque de Beauvais. Le procès est religieux dans sa forme, mais le contexte politique est évident. Rouen est alors sous domination anglaise. Jeanne est gardée dans une prison militaire anglaise et ses ennemis attendent une condamnation. Face à elle se trouvent des hommes instruits, des spécialistes de théologie et de droit canonique. Jeanne, elle, a environ 19 ans. Elle ne sait ni lire ni écrire, elle est isolée. Pourtant, les interrogatoires révèlent une personnalité étonnante. Les juges essaient de la piéger. Ils lui posent des questions complexes, parfois dangereuses. Un jour, on lui demande « Savez-vous si vous êtes en la grâce de Dieu ?» La question est redoutable. Si elle répond oui, elle peut être accusée d'orgueil et de présomption. Si elle répond non, elle reconnaît implicitement qu'elle n'est pas guidée par Dieu. Jeanne répond « Si je n'y suis, Dieu m'y mette, et si j'y suis, Dieu m'y tienne. » La réponse impressionne. À d'autres moments, elle refuse de révéler certaines choses concernant ses voix. Elle se méfie, elle comprend que chaque mot peut être utilisé contre elle. Les juges l'interrogent sur son habit masculin, sur ses voix, sur son obéissance à l'Église, sur ses visions, sur sa bannière, ses actions militaires. Le procès dure des semaines. La pression devient immense. On la menace de torture, on lui montre les instruments, mais finalement elle n'est pas torturée. Les juges continuent cependant à chercher un point de rupture. Et ils vont le trouver. Le 24 mai 1431, Jeanne est conduite au cimetière de Saint-Ouen. Une foule est présente, un bûcher a été préparé. Sous la pression, elle signe ou approuve une formule d'abjuration dont les circonstances exactes restent discutées. Elle accepte de se soumettre. Sa peine de mort est commuée en prison perpétuelle. Mais quelques jours plus tard, Jeanne reprend des vêtements masculins. Pourquoi ? La question reste débattue. Elle expliquera notamment que ses vêtements féminins lui ont été retirés ou qu'elle a repris son ancien habit. Dans tous les cas, cette reprise de l'habit masculin permet de la considérer comme relapse, c'est-à-dire retomber dans l'erreur après avoir abjuré. Et pour une personne déclarée relapse, la peine peut être la mort. Cette fois, l'issue est scellée. Le 30 mai 1431, Jeanne est conduite sur la place du Vieux Marché à Rouen. Elle a environ 19 ans. Une foule est rassemblée, des soldats anglais surveillent la place. Jeanne demande une croix, on lui en apporte une. Puis elle est attachée au poteau, le feu est allumé. Selon plusieurs témoignages, elle appelle le nom de Jésus. La fumée monte, les flammes l'entourent, et Jeanne d'Arc meurt. Les autorités anglaises prennent des précautions. Le corps est brûlé à plusieurs reprises. Les restes sont jetés dans la Seine. Il ne doit pas y avoir de tombe, pas de reliques, pas de lieu où entretenir son souvenir. Mais c'est précisément l'inverse qui va se produire. La jeune fille que ses ennemis voulaient effacer va devenir immortelle. La mort de Jeanne ne met pas fin à la guerre de 100 ans. La guerre continue encore pendant plus de 20 ans. Et contrairement à une légende simplifiée, Jeanne n'a pas à elle seule chassé les Anglais de France, mais elle a joué un rôle dans un basculement majeur. Après 1429,
Charles VII consolide progressivement son pouvoir, il réorganise son armée, il renforce l'État. Surtout, il se réconcilie avec le duc de Bourgogne en 1435. Cette rupture de l'alliance anglo-bourguignonne change profondément le rapport de force. Paris est reprise en 1436, puis progressivement les Anglais perdent la majorité de leurs possessions françaises. En 1453, après la bataille de Castillon, la guerre de Cent Ans est pratiquement terminée. Charles VII a gagné. Mais un problème demeure. Le roi de France doit en partie son sacre à une femme condamnée comme hérétique. Politiquement et symboliquement, la situation est gênante. Une première enquête est menée en 1450, puis une procédure de révision est ouverte. Des dizaines de témoins sont interrogés. Des habitants de Domrémy, des soldats, des compagnons de Jeanne, des personnes qui l'ont connue. 25 ans après sa mort, son histoire est racontée une nouvelle fois. En 1456, le verdict tombe. Le procès de 1431 est déclaré nul. La condamnation est annulée. Jeanne est réhabilitée. Mais son histoire ne fait que commencer. Au fil des siècles, Jeanne d'Arc va devenir beaucoup de choses. Une héroïne nationale, une sainte, une figure politique, un symbole de résistance, une icône populaire. Chaque époque va construire sa propre Jeanne. Et le personnage historique va parfois disparaître derrière le mythe. C'est dommage, car la véritable Jeanne est peut-être encore plus fascinante que sa légende. Ce que nous savons d'elle révèle une personnalité exceptionnelle. Elle semble avoir possédé une confiance extraordinaire dans sa mission. Mais elle n'était pas pour autant inconsciente du danger. Elle avait peur, elle souffrait, elle doutait parfois. Lors de son procès, derrière les réponses courageuses, on découvre aussi une jeune femme isolée, fatiguée et terrifiée par la mort. Et c'est peut-être cela qui rend son histoire si forte. Jeanne n'était pas fascinante parce qu'elle aurait été une créature surnaturelle, invulnérable et sans peur. Elle est fascinante parce qu'elle était humaine. Une adolescente issue d'un village presque inconnu, sans fortune, sans titre, sans éducation militaire, sans pouvoir politique. Et pourtant, elle a réussi à entrer dans le cercle du roi, à convaincre des hommes de guerre, à devenir un symbole vivant, à participer à la délivrance d'Orléans, à accompagner Charles VII jusqu'à Reims et à tenir tête à ses juges pendant des semaines. Comment expliquer cela ? Il n'existe probablement pas une seule réponse. La situation politique était particulière. Le royaume avait besoin d'espoir. Les croyances religieuses occupaient une place immense. Les prophéties circulaient. L'armée française avait besoin d'un symbole. Et Jeanne est arrivée exactement au moment où tout pouvait basculer. Mais cela n'explique pas tout, car les circonstances seules ne suffisent pas. Il fallait aussi une personnalité capable de saisir ce moment, de partir, de quitter son village, de traverser un pays en guerre, de parler à un roi, de monter à cheval avec des soldats, d'aller sous les flèches, et de continuer à répéter contre toute prudence « Nous pouvons gagner ». Plus de 6 siècles après sa mort, Jeanne d'Arc continue de nous interroger. Nous possédons sur elle une quantité exceptionnelle de documents. Nous connaissons ses réponses lors de son procès. Nous connaissons les souvenirs de ceux qui l'ont rencontrée. Nous pouvons suivre une grande partie de son parcours, presque mois après mois. Et pourtant, le mystère demeure. Qu'entendait-elle réellement ?
Comment expliquer la puissance de sa conviction? Pourquoi tant de personnes ont-elles décidé de la suivre? Comment une jeune fille de 17 ans a-t-elle pu devenir, en quelques semaines, le symbole d'un royaume en train de renaître? L'historien peut reconstituer les faits. Il peut étudier les armées, les alliances, les stratégies, la religion, la psychologie collective. Mais au centre de cette histoire, il reste toujours une jeune fille. Une jeune fille qui, un jour, a quitté son village. Elle aurait pu échouer dès le début. Robert de Baudricourt aurait pu refuser définitivement de l'aider. Charles VII aurait pu la renvoyer. Elle aurait pu mourir devant Orléans. Elle aurait pu rester une inconnue. Mais rien de cela ne s'est produit. Pendant 2 années seulement, 2 années fulgurantes, Jeanne d'Arc a traversé l'histoire comme une étoile filante. De Domrémy à Chinon, de Chinon à Orléans, d'Orléans à Reims, de Reims à Compiègne, et de Compiègne au bûcher de Rouen. Elle est morte à environ 19 ans, sans savoir que son nom traverserait les siècles, sans savoir qu'un jour, des statues d'elle se dresseraient dans les villes de France, sans savoir qu'elle deviendrait l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire. Ses ennemis avaient voulu faire disparaître son corps. Ils avaient dispersé ses cendres dans la Seine. Mais ils n'ont jamais réussi à effacer son histoire, car parfois, les personnages les plus extraordinaires ne sont pas ceux qui règnent pendant 50 ans, ce sont ceux qui apparaissent soudainement, au moment précis où tout semble perdu, et qui pendant un instant très court, réussissent à convaincre tout un peuple que l'histoire peut encore changer. C'était l'histoire de Jeanne d'Arc. Si ce grand récit vous a plu, je vous remercie de vous abonner à cette chaîne, de commenter, de liker, et je vous dis à très bientôt pour une autre grande aventure historique.